centaines de fûts en bois reposent dans cette cave du Niagara. Dans chaque barrique, on retrouve le fruit du travail de Thomas Bachelder. Ces chardonnays regorgent de saveurs de pêche et de noisettes avec un brin d'agrumes. Ces pinots noirs offrent un mélange de cassis, de framboise et d'anis. Mais chaque vin est différent et reste fidèle à son terroir. Les vins Bachelder sont produits dans le Niagara, mais aussi en France et aux États-Unis. Thomas connaît chaque région intimement. Après avoir travaillé dans différents domaines en Bourgogne et en Oregon, ce Montréalais d'origine s'est retrouvé dans le Niagara, où il a fait sa marque au Clos Jordan. En 2009, Thomas et son épouse Mary étaient à la recherche d'un nouveau défi. Ils se sont donc lancés dans une entreprise audacieuse. Se procurer des raisins de 3 régions viticoles qu'ils connaissent très bien et utiliser la technique bourguignonne pour mettre en valeur les nuances de leur terroir. Je suis fier de ce qu'on fait à Niagara et en Oregon, parce que ça n'a pas été fait avant. Thomas Bachelder, bonjour. Bonjour. Vous êtes un spécialiste de 2 variétés de raisins en particulier, de 2 types de vins, le pinot noir, le chardonnay. Pourquoi ces 2 types de vins-là? Mais je suis né à Montréal. Je suis le premier Bachelder né à Montréal. Donc, il y a cette grande culture vin et bouffe à Montréal. Et puis, c'est comme j'ai eu l'appel, c'est le pinot noir qui m'a choisi. Puis moi, j'ai détesté le chardonnay au début, mais c'est en allant en France pour l'école que j'ai découvert les vrais chardonnays. Les chardonnays de Meursault, de Pulny-Montrachet, de Saint-Aubin, de Chassagne-Montrachet. Tous ces noms, c'est des noms du village où c'est pas écrit chardonnay sur l'étiquette, mais c'est des vins tellement subtils et tellement fins. Vous parlez de vrais chardonnays, c'est qu'il y a des vrais, il y a des faux chardonnays? Ah, en étant québécois, on a fait nos voyages à Maine souvent, pas tout le temps, sur le bord de la mer, et on avait bu beaucoup de chardonnay à 8 $ américains qui m'ont dégoûté, manque d'acidité, beaucoup de sucre. C'était pas mon truc. Fait que je pensais que le chardonnay, c'était pas pour moi. Et c'est juste en buvant les vrais de France que j'ai appris à vraiment savoir que le chardonnay pouvait être un cépage de terroir. Alors, comment est-ce que vous avez pris ce que vous avez goûté en France et comment vous avez amené ça au Canada, dans la région du Niagara? Pendant mon séjour en France, à l'école, j'ai eu beaucoup de visiteurs du Canada. Et il y a une femme qui m'a dit, une amie m'a dit, « Est-ce que tu penses rester en France? » Je dis, « Ben oui, mais je suis québécois, je vais rester en France. On va avoir beaucoup de visites, c'est très proche en culture. » Mais elle a dit, « As-tu pensé peut-être ce que tu vas apprendre ici, tu vas pouvoir plus le mettre en valeur au Nouveau Monde? » Et je dis, « Ah oui? » Bien, j'ai jamais trop pensé à ça. Puis après, j'ai eu un job à Ponzi, en Oregon. Et puis, je suis revenu à Meursault. Et puis, l'Emelson, j'ai débuté un truc qui s'appelle l'Emelson Vineyards en Oregon. Et finalement, le Clos Jordan au Canada. Complètement. Parlons du Pinot Noir maintenant. Pinot Noir, ça fait un vin rouge. On sait que la région du Niagara n'a pas toujours été connue pour ses vins rouges. Comment êtes-vous arrivé à faire un bon Pinot Noir ici? Mais le Pinot Noir, c'est un cépage qui a une pellicule qui est très mince. Et le mauvais côté, c'est qu'il y a des moisissures qui peuvent s'installer s'il y a trop de pluie. Le bon côté, ça fait un vin qui n'est pas très coloré, mais très parfumé et très révélateur de terroir. Donc le Pinot, il parle de où il est poussé. Tandis que le Merlot, le Syrah, le Cabernet Sauvignon sont des vins concentrés, denses, peut-être plus difficiles à voir leurs origines. Donc, le Pinot Noir à Niagara, on est à peu près sur la même latitude que Bourgogne et Oregon, et c'est pour ça que ça se passe très bien ici. Sauf, nos hivers sont assez froids ici. Plus chaud que Montréal et Ottawa, mais pas beaucoup plus chaud. Parlons des risques que vous prenez quand vous décidez de faire du vin dans le Niagara. Oui. Ici, à Niagara, entre les 2 grands lacs, il y a beaucoup d'humidité des fois. Et ça peut mener l'oïdium et du mildiou. Et ou du rot. À la fin de saison, si on a beaucoup de pluie ou beaucoup d'humidité, il faut faire beaucoup de tri sur la table de tri pour sortir des bons pinots noirs. Donc, les pinots noirs de Niagara, comme en Bourgogne, sont forcément assez chers.
Maintenant, vous êtes un micro-négociant, c'est-à-dire que vous ne possédez pas vos vignobles. En France, on vous appellerait, je pense, un garagiste, mais ça n'a rien à voir avec de la mécanique, là. Ouais. Qu'est-ce que c'est que vous faites au juste? Garagiste en France, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas un grand château, mais qui fait avec beaucoup de soin les petits lots de qualité terroir. Tandis que micro-négoce, on est comme un petit récoltant. La meilleure chose du monde, c'est des petits récoltants. Eux qui ont une famille, peut-être plusieurs générations, qui font leur terre, leur vin en bouteille. S'ils ne peuvent pas tout vendre, les bouteilles, ils vendent un peu de vin en vrac aux négociants. Et c'est pour ça qu'on ne s'appelle pas négociant, parce qu'on cherche les raisins, on a des ententes à long terme, on surveille les vignes pendant la campagne, et puis après, on vinifie. Donc, on fait tout, sauf on ne possède pas de vignes. Alors, comment vous choisissez où vous allez chercher vos raisins? Quand les gens nous demandent pourquoi est-ce que vous faites du Pinot et Chardonnay dans les 3 places, dans les 3 régions, on répond, mais on fait du Pinot et Chardonnay où on a travaillé auparavant, où on a aimé du monde, où on aimait les régions. Donc, on a beaucoup aimé la Bourgogne et on a des contacts, c'est le réseautage, on a des tuyaux. Et en Oregon, c'est la même affaire, tu appelles tes amis, les mamans et les papas qui étaient au parc avec nos enfants, qu'on était avec les poussettes dans le parc, sont aussi les vignerons. Et donc, tu as un peu de crédibilité quand tu dis, est-ce que je peux avoir une partie de ton meilleur vignoble? Donc, il faut avoir le réseau. Et au début de notre projet, souvent, je disais, « Hey, Marie, pourquoi on n'a pas fait ça quand on avait 30 ans? » Et puis, la réponse était, on n'avait pas eu les réseaux avant. Il fallait le réseau avant de commencer ce projet. Est-ce que ça vous déçoit de ne pas posséder vos propres vignes? Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez aimé faire? Si je suis propriétaire demain, si je gagne le loto, je ne pourrais pas acheter des vignes dans les 3 places parce que là, il y a tout un travail de suivi. Et je ne peux pas être en 3 places toute l'été long, ce qui est la partie la plus importante. Là, comme je fais maintenant, je peux faire le vin en 3 places parce que c'est le propriétaire des vignes qui doit surveiller ses vignes. Bien sûr, je surveille aussi, mais pas tous les jours. Et donc, le moment que j'achète du vin, il fallait choisir entre la Bourgogne, l'Oregon et le Niagara. Là, je n'ai pas à choisir. Donc, ça serait bien d'être propriétaire et de léguer ça à quelqu'un un jour. Mais de l'autre côté, c'est super le fun ce qu'on fait. On prouve qu'on peut faire des vins élégants à Niagara et en Oregon. Les gens le savent pour le Bourgogne, mais on prouve les 2 autres côtés. Vous avez une région préférée entre les 3? Entre les 3, je préfère la Bourgogne, mais je suis plus surpris de ce qu'on peut faire à Niagara et en Oregon aussi. Je suis plus fier de ce qu'on fait à Niagara et en Oregon, parce que ça n'a pas été fait avant. Vraiment faire ça comme font les Français, avec un regard sur le terroir, et pas faire juste les 20 cépages, mais vraiment essayer de dire, Wismer, c'est un super lieu-dit pour faire un chardonnay single vineyard. Lowry, c'est un des plus beaux et parfumés pinot noirs de la région. Et quand tu trouves les meilleures parties d'un vignoble au Nouveau Monde et que les gens sortent ça à l'aveugle dans une dégustation, tu es vraiment content parce que c'est toi qui as choisi la partie du vignoble à mettre en valeur. Tandis que dans le Vieux Monde, où je suis un peu moins excité, c'est qu'on te dit, ça c'est la meilleure partie, vinifie-le, fais pas d'erreur. C'est pour ça que je dis ici au Nouveau Monde, tous ceux qui travaillent bien sont des nouveaux moines. Alors Thomas, dites-moi qu'est-ce qu'il y a dans ce fût-là? Là, il y a du Pinot Noir 2013, du Bench de Niagara, qui vient du Jordan. Et puis, c'est un vin qui est presque prêt à la mise en bouteille. C'était une bonne année, 2013? Une bonne année, 2013, Ouais. oui. Pas mal. Très parfumé. Là, je vous donne pas trop. Non, ça va, J'espère ça que vous va. allez cracher. On est supposé de cracher? Oui. Oui. Pourquoi ça? Parce qu'on va goûter plusieurs fûts. Ah oui, d'accord. Alors là, Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial, ce vin-là, vous diriez, par mais rapport il est aux bien. autres? C'est juste qu'il n'est pas tout à fait fait, mais il a un parfum de rose et de cassis et un tout petit peu de framboise. Et c'est ça le Pinot Noir. Le Pinot Noir jamais très, très foncé, mais en bouche très rond, très élégant, très parfumé. Essayons donc. Allons-y.
je l'ai avalé. Et qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est bien, c'est rond, c'est riche, c'est presque là. C'est l'adolescent qui commence à sortir de sa chambre. Voilà. Thomas, vous êtes un passionné du vin, évidemment. Oui, c'est ça. D'où est venue cette passion-là? Comment vous avez eu la piqûre? Je dis toujours que nous, les vignerons, on vend la culture de vin. Puis après, on vend une région, une raisin, une cépage, je veux dire. Et puis après, on parle de notre vin. C'est sûr qu'il faut être passionné du vin avant. Mais c'est juste à Montréal, cette ville, cette belle ville entourée de bouffe et vin, que j'ai eu la piqûre comme ça. Et je commence à acheter du vin dans les dépanneurs pour ramener chez nous et à boire sur la table. Tu vois, dimanche avec mes parents. Mais le vin de dépanneur à Montréal, il est peut-être pas très réputé, n'est-ce pas? Non, non, mais j'avais 18 ans, ou peut-être un peu plus jeune. Et parce que je suis grand, j'ai acheté du vin à 17 ans pour mes parents. Bien, mes parents en buvaient 3-4 fois par an. Et puis moi, j'ai changé ça à tous les dimanches en famille. Et puis, ma foi, ça a continué comme ça. J'ai dégusté tous les vins du monde. Et puis, c'est le pinot noir qui est resté dans mon esprit. Maintenant, à quel point est-ce que la passion est devenue une profession ou un métier? Oui, j'ai commencé à vinifier dans mon sous-sol, rue Esplanade à Montréal. Et on avait des cuves en béton qu'une famille portugaise avait installées auparavant. Et puis, j'ai continué. J'ai commencé à écrire pour des revues en français et en anglais à Montréal. Et je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai dit à ma femme, bon, j'étais accepté à l'école à Beaune, Bourgogne, France. Et puis, elle a dit, oh boy, on y va, tu sais. Donc, vous êtes allé faire des études en France. Qu'est-ce que vous avez appris là-bas? En France, je fais une formation en viticulture et œnologie. Et c'était vraiment un truc pour les petits vignerons. Donc, il y avait l'œnologie, la chimie, tout ça, la viticulture, le travail dans le champ, mais aussi les finances, la comptabilité et le marketing. C'était vraiment tout pour faire un petit domaine du A à Z. Alors, qu'est-ce que vous avez travaillé? Vous avez commencé votre carrière en France également. Oui, j'ai commencé ma carrière en France, mais après, tout de suite, j'ai eu un emploi en Oregon pour Ponzi Vineyards, un des pionniers d'Oregon. Bon, parlons un peu de ces années-là en Oregon. Est-ce qu'il y avait un mouvement viticole en Oregon à cette époque-là? Parce que c'est très nouveau monde, ça aussi. Oui. Les Bourguignons travaillent avec des techniques qui sont révélatrices de terroir. Donc, quand vous utilisez des techniques bourguignonnes ailleurs, vous allez mettre devant votre terroir. C'est pas copier les Bourguignons, c'est utiliser leurs techniques pour faire sortir vos terroirs, pour faire chanter vos terroirs. Et c'est ça que j'ai fait en Oregon. Après l'Oregon, c'était Niagara. Vous avez reçu un appel du Clos Jordan, très réputé aujourd'hui dans le Niagara, en fait, dans le Canada et dans le monde. Qu'est-ce que vous avez apporté au Clos Jordan? Il y avait un seul job de pinot noir ici, et c'était Ines Gillen et c'était Carl Kaiser, le winemaker et le fondateur. Ça faisait un moment qu'il était là, puis il s'en allait nulle part. Oui, exactement. Il n'y avait pas d'autres domaines. Et puis, au moment de Clos Jordan, là, il commençait d'avoir d'autres domaines qui faisaient du pinot noir, comme Malivoire et Toz. Eden Bench, c'est venu après le Clos Jordan, tu vois, mais il commençait à avoir un mouvement à Niagara. Et je me suis dit que si les chutes de Niagara tombent d'une falaise calcaire, il doit avoir du calcaire en Ontario. Et calcaire, c'est ce qui donne le goût parfumé au vin de Bourgogne. Après quelques années, et il n'y a pas si longtemps, c'est en 2009 seulement, vous avez décidé de partir votre propre entreprise, c'est-à-dire d'acheter des vins d'un peu partout en Oregon, en Niagara et en Bourgogne, et de faire votre propre vin, de produire votre propre vin. Ça me paraît audacieux de faire ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font comme vous? Il y a des gens en Oregon qui pensent que les vins français, c'est pas bon, c'est trop mince. Et je dis non, les vins de France sont agréablement tendus. C'est tendu, mais c'est agréablement tendu. Et les vins d'Oregon, il y a des Français et des gens du côte Est, de New York et Montréal qui disent « les vins d'Oregon sont trop lourds ». Et je me suis dit, je sais par mon expérience qu'on peut faire du bon vin élégant, soyeux, dans les trois places. Si je fais ce projet Trois terroirs, on va montrer que l'élégance est possible partout.
Maintenant, dans toutes les aventures que vous avez poursuivies, que ce soit en France, en Oregon ou dans le Niagara, il y avait votre épouse, Mary, qui était là pour vous appuyer, pour vous suivre. Comment est-ce qu'elle a vécu ça? Mary, comme moi, elle est très entrepreneuriale. Elle avait une galerie d'art à Montréal. Donc, quand il y avait la possibilité de démarrer les choses pour les autres, elle a aidé. Même si elle bossait aux côtés, elle a beaucoup aidé à Lamilson. Elle a beaucoup aidé au Clos Jordan. Donc, quand on a fait Bachelder, elle était là à moitié. Moi, je dirais 52 %. Moi, c'est 48 Elle fait tout. Et puis, je pense qu'on a eu des moments durs, c'est sûr, et c'est difficile de travailler en couple, mais on a des responsabilités très différentes. Ce que vous faites, c'est très petit. Vous n'avez pas pignon sur rue dans le Niagara. Est-ce que ça marche, vos affaires? Le business de vin, c'est très dur parce que tu payes pour tes raisins pendant la récolte et tu vends le vin 2 années et demie plus tard. Donc, les fonds de roulement, c'est terrible dans notre business. Ceci étant dit, si tu veux être plus grand un jour, tu dois acheter un peu plus de raisins, ce qui implique aussi, tu dois aussi avoir plus de bouteilles, plus de bouchons et plus de fûts. Et plus d'investissement. Plus d'investissement. Donc, c'est sûr qu'on va chercher un peu plus d'investissement pour grandir parce que rester la même taille, c'est un peu trop petit pour bien gagner sa vie. Alors, Thomas, c'est votre parcelle, c'est vos vignes, en fait, c'est votre raisin ici. Pourquoi vous avez choisi ces vignes-ci en particulier? On est à Vineland, à Wismer, et puis on sait que Vineland, c'est très bon pour le chardonnay. C'est le centre. Jordan et Vineland, l'appellation, c'est 20 Mile Bench. Et c'est un terroir qui est très bon pour le chardonnay fin et minéral, et assez gras quand même. Est-ce que le chardonnay du Niagara est très bien connu, très bien coté? Ça commence surtout avec le Cool Climate Chardonnay Célébration, où le monde entier vient nous voir. Il commence à comprendre que Niagara peut concurrencer la Bourgogne même. Parce qu'il doit être frais, le chardonnay, il doit être tendu et minéral et pas juste gras et mou. Et Niagara sait garder son acidité, le chardonnay. Qu'est-ce que les Français pensent de ça? Les Français dégustent rarement ça, mais quand ils dégustent ça, ils aiment ça plus que la Californie ou l'Oregon parce qu'ils trouvent l'âme sœur ici. C'est à cause du temps frais qu'on a ici? Oui, l'altitude, le temps frais, le sol qui sont adaptés, la colline vers le lac. Là, c'est un lac Ontario, on ne le voit pas aujourd'hui, mais on est bien ici. Thomas, vous travaillez essentiellement dans 3 différentes régions du monde pour faire votre vin. Décrivez-moi une saison dans la vie de Thomas Bachelder, viticulteur. Cette année, en allant en France pour faire les 2014, j'ai dégusté mes 2013 toujours en fût. Parce que je dois retourner en France après la récolte au début de 2015 pour embouteiller les 2013. Ça fait que chaque fois que j'interviens, je fais plusieurs choses. Et quand je n'ai pas les vignes, c'est un souci que je n'ai pas. On doit se déplacer beaucoup, quand même 3-4 fois en France par an, 3-4 fois en Oregon. Plus les voyages où je fais des visites de marché à Montréal, aux États-Unis, à Londres. Ça fait beaucoup de déplacements quand même. Est-ce que vous êtes complètement seul pour travailler, vous et votre épouse, ou est-ce qu'il y a des gens qui travaillent pour vous également? Ce que j'ai appris au Clos Jordan et à Lamilson, j'ai appris à déléguer. On a tendance, les winemakers, à être égoïstes, à vouloir dire « j'ai tout fait, j'ai tout touché ». Mais quand tu as 60 hectares ou 56 hectares et tu fais 10 000, 15 000 caisses, tu dois déléguer. Donc, le winemaker, ça doit être, ou le vinificateur, ça doit être la personne qui a la vision, qui sait ce qu'il veut et qui encourage les autres de bien bosser. À quel moment est-ce que vous savez que vous avez un bon produit? Pour la qualité du vin, on sait déjà dans le champ, quand on déguste le raisin, qu'on va dans la bonne direction. Dans la chardonnay, que c'est sucré mais élégant et une belle acidité. Et dans le pinot noir, qu'on a des peaux assez épaisses pour pouvoir faire un vin avec un peu de couleur, de fruits, de saveur. Rendu à la cuve ou au pressoir, on goûte le jus et c'est sucré, c'est bon. Et on commence à voir ces qualités. Ah, ça va être concentré, ça va être coloré. Or, c'est juste après la fermentation, quand le vin est sec, qu'on peut voir la qualité du tanin,
qu'on peut voir s'il va être assez concentré, long en bouche, riche. Mais c'est tout au long de fermentation, on devine, on utilise notre expérience d'autres millésimes qu'on a fait auparavant et on essaie de déguster tous les jours et voir si on doit pousser la fermentation plus loin ou arrêter, être sur l'élégance. C'est toutes des décisions qui se font d'un jour à l'autre. Et est-ce que votre vin change beaucoup d'une année à l'autre? Le vin change beaucoup d'une année à l'autre, surtout à Niagara. On est vraiment comme ça. Et le vin change beaucoup en fût en 16 mois. On part avec une matière brute qui a des arômes, mais pas beaucoup plus. Et on finit avec un bouquet qui est très nuancé et très complexe. On part avec un vin qui en bouche est assez tannique et un plus rugueux. Mais à la fin, on arrive avec quelque chose de soyeux, long et élégant. Et c'est le job de vinificateur, c'est le boulot de dire, OK, c'est assez, on a assez de vieillissement, là, on capte ça, on met ça en bouteille. Votre travail est sans doute très accaparant du fait que vous devez beaucoup voyager à plusieurs moments dans l'année. Vous avez votre épouse, vous avez aussi 2 filles, 2 adolescentes. Quel impact est-ce que ça a, ça, sur une vie de famille? C'est sûr qu'il y a un impact sur la vie de famille. Quand on peut, les enfants voyagent avec nous, mais avec notre plus vieille, elle a déjà 18 ans, il y a déjà une séparation. Oui. Il commence à avoir une séparation de l'Église et l'État déjà, c'est normal. Mais quand même, quand je suis absent, c'est dur. On fait beaucoup de textos, on envoie des photos et tout. Et quand on revient, on essaie de faire des choses ensemble. Est-ce que vos filles boivent du vin? Mes filles ne boivent pas de vin, pas encore. Mais c'est parce qu'elles n'aiment pas ça ou c'est parce que vous ne voulez pas? Non, c'est parce qu'elles n'aiment pas ça. Elles ne veulent pas essayer. Ce n'est pas leur truc encore. Mais je leur ai dit, vous avez eu les meilleurs vinificateurs du monde qui ont passé dans cette maison, qui nous ont rendu visite. On a eu des très, très grands vins sur la table, pas juste les nôtres. Mais pour le moment, elles ne s'intéressent pas. Ce que je veux pas, c'est que leur chum leur présente du vin. Hey, il faut... Ah, papa, j'ai découvert le chardonnay avec mon chum. Ça serait dur. Vous voulez faire ça avec Moi, vos je veux filles, faire ça. C'est normal. J'ai déjà vu sur une de vos étiquettes de bouteilles, je pense que c'était écrit Bachelder et filles. Est-ce que vous souhaitez que vos filles reprennent la business familiale? Oui, mais je veux dire, c'est écrit et filles parce qu'on a fait ça parce qu'on est très fiers de nos filles. C'est des bosseurs. Si elles veulent venir nous aider, elles peuvent. Mais elles ont beaucoup aidé en cave, surtout ici à Niagara, venir faire les remplissages, des fois des tâches très dures, beaucoup de prélèvements de raisins dans les champs et tout. Mais je pense qu'un peu de travail, savoir comment travailler, ça aide un jeune à se former. Les filles comprennent que c'est vraiment le fun d'avoir une business familiale. Elles sont fières de ça. Vous auriez pu vous installer en France ou en Oregon. Vous avez choisi le Niagara. Pourquoi? Nos 2 filles sont adoptées de la Chine très jeunes. On les a adoptées au Québec et puis on les a eues à 11 mois chacune. Fait que pour nous de revenir de l'Oregon ici, et accepter le boulot au Clos Jordan, c'était aussi d'être sûr que nos filles se sentaient canadiennes, qu'elles pourront aller à l'école française. Beaucoup de choses. Être proche au Québec et la famille. Donc, on a pensé venir pour 3 années et on est là 11 ans maintenant à Niagara. Quelles sont les qualités qu'on doit posséder? Il faut avoir une formation de viticulture et œnologie. Il faut connaître les vignes. Quand quelqu'un te propose une parcelle, il faut pouvoir dire « c'est bon, c'est en santé ». Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il faut avoir beaucoup vinifié dans plusieurs endroits pour cerner tout de suite la qualité d'un millésime et qu'est-ce qu'il faut faire. Mais surtout, il faut avoir un esprit entrepreneurial et pas avoir peur à faire des longues heures. Quand vous êtes invité chez des gens ou quand vous invitez des gens, est-ce qu'on boit que du Bachelder? Quand vous venez chez nous, on peut ouvrir du Bachelder si on sait que ça va surprendre. Par exemple, vous attendez un vin de Niagara et on met un de nos vins de Bourgogne, au Oregon. On va peut-être faire ça. Et on va boire du vin chez nous, de nous, quand on a envie de voir comment se comporte un ancien millésime ou
un nouveau millésime, est-ce qu'il est prêt à mettre en marché? Mais sinon, bien sûr, on va boire d'autres choses parce que je suis dans ça tous les jours. Thomas Bachelder, merci beaucoup. Merci. Mary était à la recherche d'un nouveau défi. Ils se sont donc lancés dans une entreprise audacieuse. Se procurer des raisins de 3 régions viticoles qu'ils connaissent très bien et utiliser la technique bourguignonne pour mettre en valeur les nuances de leur terroir. Je suis fier de ce qu'on fait à Niagara et en Oregon parce que ça n'a pas été fait avant. Thomas Bachelder, bonjour. Bonjour. Vous êtes un spécialiste de 2 variétés de raisins en particulier, de 2 types de vins, le Pinot Noir, le Chardonnay. Pourquoi ces 2 types de vins-là? Mais je suis né à Montréal. Je suis le premier Bachelder né à Montréal, donc il y a cette grande culture. Et puis je suis revenu à Meursault. Et puis l'Emelson, j'ai débuté un truc qui s'appelle l'Emelson Vineyards en Oregon. Et finalement, le Clos Jordan au Canada. Complètement. Parlons du Pinot Noir maintenant. Pinot Noir, ça fait un vin rouge. On sait que la région du Niagara n'a pas toujours été connue pour ses vins rouges. Comment êtes-vous arrivé à faire un bon Pinot Noir ici? Mais le Pinot Noir, c'est un cépage qui a une pellicule qui est très mince. Et le mauvais côté, c'est qu'il y a des moisissures qui peuvent s'installer s'il y a trop de pluie. Le bon côté, ça fait un vin qui n'est pas très coloré, mais très parfumé et très révélateur de terroir. Donc, le Pinot, il parle de où il est poussé. Tandis que le Merlot, le Syrah, le Cabernet Sauvignon sont des vins concentrés, denses, peut-être... Une trentaine de fûts en bois reposent dans cette cave du Niagara. Dans chaque barrique, on retrouve le fruit du travail de Thomas Bachelder. Ces chardonnays regorgent de saveurs de pêche et de noisettes avec un brin d'agrumes. Ces pinots noirs offrent un mélange de cassis, de framboise et d'anis. Mais chaque vin est différent et reste fidèle à son terroir. Les vins Bachelder sont produits dans le Niagara, mais aussi en France et aux États-Unis. Thomas connaît chaque région intimement. Après avoir travaillé dans différents domaines en Bourgogne et en Oregon, ce Montréalais d'origine s'est retrouvé dans le Niagara, où il a fait sa marque au Clos Jordan. En 2009, Thomas et son époux... le Chardonnay, c'était pas pour moi. Et c'est juste en buvant les vrais de France que j'ai appris à vraiment savoir que le Chardonnay pouvait être un cépage de terroir. Alors, comment est-ce que vous avez pris ce que vous avez goûté en France et comment vous avez amené ça au Canada, dans la région du Niagara? Pendant mon séjour en France, à l'école, j'ai eu beaucoup de visiteurs du Canada. Et il y a une femme qui m'a dit, une amie m'a dit, « Est-ce que tu penses rester en France? » Je dis, « Ben oui, mais je suis québécois, je vais rester en France. On va avoir beaucoup de visites, c'est très proche en culture. » Mais elle a dit, « As-tu pensé peut-être ce que tu vas apprendre ici, tu vas pouvoir plus le mettre en valeur au Nouveau Monde? » Et je dis, « Ah oui? » Bien, j'ai jamais trop pensé à ça. Puis après, j'ai eu un job à Ponzi en Oregon, vin et bouffe à Montréal. Et puis, c'est comme j'ai eu l'appel, c'est le Pinot Noir qui m'a choisi. Puis moi, j'ai détesté le Chardonnay au début, mais c'est en allant en France pour l'école que j'ai découvert les vrais Chardonnays. Les Chardonnays de Meursault, de Pulny-Montrachet, de Saint-Aubin, de Chassagne-Montrachet. Tous ces noms, c'est des noms du village où c'est pas écrit Chardonnay sur l'étiquette, mais c'est des vins tellement subtils et tellement fins. Vous parlez de vrais Chardonnays, c'est qu'il y a des vrais, il y a des faux Chardonnays? Ah. En étant québécois, on a fait nos voyages à Maine souvent. Pas tout le temps, sur le bord de la mer
Et on avait bu beaucoup de chardonnay à 8 $ américains qui m'ont dégoûté, manque d'acidité, beaucoup de sucre. C'était pas mon truc. Fait que je pensais que